Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le samedi 12 avril et voici les titres de votre 19h. Monaco a rendu hommage à Joséphine Baker. Une cérémonie s'est tenue au cimetière de la Mer où repose le corps de l'artiste en présence du prince Albert II et de nombreuses personnalités de la principauté. Nous recevrons dans ce journal celle qui a été la secrétaire personnelle de cette femme au grand cœur dans les années 70, Michel Barbier. Nous voyagerons d'abord à New York pour la chronique US, puis à Osaka où l'exposition universelle s'apprête à ouvrir ses portes demain. Un groupe de jeunes de la principauté travaille d'arrache-pied pour que le pavillon de Monaco soit le plus grandiose possible. Nous les avons suivis au Japon. Et puis nous accueillerons Dominique Serra, la fondatrice du Rallye Aïcha des Gazelles, dont le départ a été donné en début d'après-midi au chapiteau de Fontvieille. Plus de 170 équipages, dont un monégasque, se sont élancés pour 9 jours dans le désert marocain. Une aventure hors norme. Elle restera à jamais une icône des années folles. Chanteuse, actrice, meneuse de revue et résistante française, Joséphine Baker nous a quittés il y a 50 ans, le 12 avril 1975. La vedette américaine avait tissé des liens d'amitié très forts avec la princesse Grace et de manière générale avec la principauté qui lui a rendu hommage aujourd'hui au cimetière marin où elle repose. Car si Joséphine Baker a été la première femme noire à trouver sa place au Panthéon à Paris, sa famille a décidé de laisser son corps à Monaco aux côtés de son dernier époux et de l'un de ses enfants. Michel Barbier a été la secrétaire particulière de l'artiste au début des années 70. Elle est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Quel souvenir gardez-vous de Joséphine Baker, vous qui l'avez côtoyée de près au cours des dernières années de sa vie? Un souvenir lumineux d'une femme courageuse qui ne se laissait pas abattre, qui, à l'époque où je la connaissait de graves difficultés, mais qui les affrontait avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination, tout en continuant d'œuvrer pour un idéal qui pouvait sembler complètement utopique et impossible, mais qu'elle réalisait au quotidien. Je me souviens aussi de Monaco, puisque c'est à Monaco que je l'ai connue, qu'elle m'avait demandé de la suivre, et avec tous les enfants qui étaient là. Et je me souviens de l'affection sincère qu'il portait à la famille princière et particulièrement à la princesse Grace. Il n'avait rien à voir avec de la gratitude qu'elle éprouvait par ailleurs, mais une véritable affection, comme si c'était sa famille. Donc c'est un souvenir, je vous dis, lumineux parce que de voir tellement de détermination et en même temps, même quand elle était très triste, quand elle était fatiguée, il suffisait de rien pour que la bonne humeur revienne, l'enthousiasme revienne. C'était une grande leçon de courage. C'est une femme de lumière au cinéma, dans les comédies musicales, mais qui agissait aussi dans l'ombre. Je pense notamment à son engagement de résistante lors de la Seconde Guerre mondiale en France et puis aux États-Unis pour soutenir le mouvement des droits civiques. Oui, tout ce qui était injuste à ses yeux méritait une guerre impitoyable. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle aurait pu se contenter d'être une artiste de renommée internationale et peu importe quel serait le public, quel aurait été le public. Non, elle s'est engagée véritablement pour défendre les valeurs de la liberté et puis aux côtés de la France, parce qu'elle avait une grande reconnaissance envers la France, elle se sentait parfaitement française et elle le prouvait. Elle le prouvait dans son action, elle le prouvait là dans cet engagement courageux de sa part. Elle l'a fait. Donc, ensuite, avec le pasteur Martin Luther King, évidemment, elle ne pouvait qu'être d'accord, parce qu'elle a toujours lutté contre la discrimination et contre le racisme. Vous savez, je dis toujours qu'elle n'était pas tout à fait noire, ni tout à fait blanche. Donc, elle comprenait mieux que personne, dès l'enfance, l'absurdité du racisme. C'était la même personne. Trop blanche pour les uns, trop noire pour les autres, mais elle était elle-même. Et ça a été le combat de toute sa vie, de tous les jours, et avec la même émotion et elle n'a jamais changé d'avis. C'était une détermination totale. Et quand on pense à Joséphine Baker, on pense forcément à sa générosité. Elle avait adopté 12 enfants et ce n'est pas un hasard si on la surnomme l'idole du cœur.
Bien sûr, l'idée du cœur, parce que c'était 12 enfants au départ, il devait être 4, et puis ils sont devenus 12, parce que Joséphine ne faisait jamais les choses de moitié. Et elle agissait toujours par coup de cœur, et tout ça. Et puis c'est vrai que c'était beau, cette idée d'avoir des enfants de nationalités différentes, qu'elle élevait dans la culture de leur origine. Ce qui n'était pas c'était une grande preuve de comment on appelle ça, bon, peu importe, vous avez compris. De tolérance. C'était vraiment pour la tolérance, elle élevait les enfants dans le respect de toutes les religions, de toutes les origines. Et c'est ça qui est un message fondamental. Elle est née dans la pauvreté et à la fin de sa vie, après des années de gloire, elle s'est retrouvée ruinée. Et c'est à ce moment-là que la princesse Grace lui a tendu la main. Oui, la princesse Grace l'a beaucoup aidée, effectivement, elle étant dans la main, elle lui a permis de s'installer à Monaco. Mais c'est vrai que c'était pour elle une bête d'honneur. Les échéances de la villa, c'était sa bête numéro 1. Elle avait une très, très grande admiration et, je le répète, une très grande affection sincère pour la princesse de Monaco. Princesse ou pas, c'était vraiment une personne, elle la considérait un peu comme sa sœur. Elle était vraiment très attachée à la princesse. Et c'est d'ailleurs la princesse Grace et la Croix-Rouge de Monaco qui ont permis le retour sur scène de Joséphine Baker à Paris. Ça aussi c'est important, parce que lorsque je l'ai rencontrée, en France, elle avait beaucoup de mal à trouver des engagements, tout simplement parce qu'elle était aussi passée de mode, comme les autres, comme Gloria Lasso, comme Luis Mariano. Tout cela avait été balayé par les yéyés, ensuite les Beatles, et puis le rock, etc. Donc, elle avait beaucoup de mal. Et en revanche, elle travaillait beaucoup avec l'étranger, pour qui elle représentait le grand music-hall parisien. Donc ça, elle avait parfaitement gardé son aura. Mais elle avait du mal pour les États-Unis et la France. Et c'est effectivement la princesse de Monaco qui lui a tendu la perche en lui faisant faire d'abord ses spectacles au Sporting Club et puis de créer cette comédie musicale sur sa vie avec Jean-Claude Brialy et André Levasseur qui ont permis justement cette remontée spectaculaire que je n'ai pas de mots assez grands pour dire à quel point j'admire cette remontée justement dans le courage et puis terminer sa vie en beauté dans un triomphe à Bobino, c'était formidable. Et aujourd'hui, Monaco lui rend hommage. Merci beaucoup Michel Barbier d'avoir partagé ses souvenirs sur notre antenne. Merci beaucoup. Passons à la chronique US. Pendant une dizaine de jours, une délégation monégasque composée de membres de la direction du tourisme et d'hôteliers de la Principauté était en mission promotion de notre territoire. Notre correspondante les a suivis, d'abord sur la côte ouest, puis à New York. Bonsoir Alexandra Pani. Oui, bonsoir à vous. Et justement, c'est sur cet écran derrière moi qu'a été lancée en 2023 la campagne de la direction du tourisme de Monaco, Like Nowhere Else. Une campagne qui vient d'être relancée il y a quelques jours et qui est donc visible 2 fois par tranche horaire. Et justement, pour organiser ce genre d'événement, pour seconder plus généralement tout au long de l'année la direction du tourisme monégasque, ils ont différents bureaux à travers le monde. Je vous propose dans cette chronique d'aller découvrir celles qui font le bureau de New York. Glamour et événements sportifs, ce sont les premiers arguments qui attirent les touristes sur la Principauté, mais d'autres facettes de ce petit état de la Méditerranée fascinent les professionnels du tourisme et les clients. Amenés à penser Monaco autrement, c'est là l'une des missions des bureaux de promotion de la direction du tourisme monégasque à l'étranger. Ce sont des compagnies qui sont sous contrat avec l'État monégasque. Elles sont recrutées par rapport à leur expertise. Expertise sur le marché, bien évidemment, dans lequel elles sont implantées. On regarde 3 aspects. L'aspect connaissance de l'écosystème des professionnels du voyage. Une expertise sur la partie média, puisque aujourd'hui, il y a l'aspect presse et l'aspect média. Et bien évidemment, le 3e niveau d'expertise, c'est le marketing,
comment on déploie nos messages, nos campagnes auprès des professionnels et auprès des clients finaux. À New York, c'est un bureau essentiellement féminin. Elles sont 6 à développer les stratégies commerciales pour les clients nord-américains. À leur tête, Daniela Middleton. One, there's the customer who knows Monaco and who knows it very well and has a wonderful perception of the Principality. And so from there, we are actually looking to solidify that perception and to get them to spend more time and to continue to visit. And then the other strategy is introducing maybe a younger demographic or a demographic that thought that Monaco wasn't for them, and to introduce them to the Principality and to bring them on as a first-time visitor and then build in that loyalty year over year like we have with our first demographic. There is a perception, it is quite strong, so we leverage that, but then it is tackling on sort of the hidden gems of Monaco, what people don't expect of Monaco, whether that's all the green spaces, using it as an anchor for their trip around the region. It's more than a day trip, family-friendly properties and family-friendly activities, and also a bustling nightlife and culinary cuisine. Promouvoir la principauté aux agents de voyage, mais aussi seconder les hôteliers monégasques lors de leurs déplacements pour cibler les meilleurs clients ou découvrir les dernières innovations. C'est aussi cela l'enjeu du bureau en local. I'm always keen into looking for new partnerships, new opportunities that will help us not only promote the product that all the hoteliers, but also the destination at first. We want to really showcase that Monaco is a destination like nowhere else. The great offering that we have in the destination, the amazing experiences. I always say that even though Monaco is the second smallest country in the world, we're actually a mighty country because we have tons of things to offer in the Principality. Le marché américain est le premier marché en valeur pour la principauté, des chiffres positifs qui devraient se pérenniser avec l'ouverture de plusieurs lignes en direct depuis Nice vers les États-Unis en 2025. C'est à l'aéroport de Nice, justement, que nous les avions quittés au début du mois d'avril. Ils s'apprêtaient à embarquer direction Osaka pendant 6 mois. 13 jeunes originaires de la Principauté vont vivre une expérience unique au Japon, où ils ont rejoint l'équipe mobilisée sur le pavillon de Monaco à l'exposition universelle. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal ont suivi leur quotidien au Japon et le groupe est déjà très soudé, Patricia. Oui, ils ont entre 21 et 25 ans et se connaissent pour certains depuis le primaire. S'ils n'imaginaient pas se retrouver ensemble dans cette aventure, ils mesurent bien aujourd'hui la chance qui est la leur. Les profils, vous allez le voir, des jeunes employés du pavillon de Monaco à l'exposition universelle d'Osaka, tous originaires de la Principauté, sont extrêmement variés. On est 13 venus de Monaco et il y a 26 guides japonais qui ont été recrutés en supplément des 13 jeunes. Alors il y a différents profils, il y a le profil où ce sont des jeunes en études qui font une césure pour participer à l'exposition et il y en a d'autres comme moi où on a fini nos études et c'est notre première expérience professionnelle. Fin 2023, tous ces jeunes ont postulé pour intégrer l'équipe du pavillon de Monaco à l'exposition universelle. Il y a eu beaucoup de candidats, mais peu d'élus. C'était le début de ce qui allait devenir une belle aventure humaine. Moi, je suis étudiante en Angleterre, mais j'ai une année pour faire du travail à l'étranger. Et puisque ma mère, elle est japonaise, je voulais vraiment venir au Japon parce que j'ai jamais eu l'opportunité d'habiter au Japon. Je suis née et j'ai vécu toute ma vie à Monaco. Et j'ai vu, c'était sur Monaco Matin, je pense. Et du coup, j'ai candidaté, j'ai fait l'entretien. Et j'ai eu le poste pour la communication et j'étais très contente. J'ai un ami qui avait participé à celle de Dubaï et qui avait absolument adoré cette expérience. Et en plus, ça coïncidait avec la fin de mes études, donc je me suis dit que c'était vraiment une superbe opportunité de découvrir un pays que je ne connaissais pas et de participer à la reconnaissance de Monaco à l'étranger, à l'international. Romuald partage cette expérience avec son frère Elijah. Tous les deux ont un appartement dans le même immeuble que tous les autres jeunes monégasques du pavillon. Une vie en communauté qui n'est pas pour leur déplaire. Ce qui est pratique, c'est qu'on est tous dans le même immeuble au même étage. Donc ça renforce la cohésion de groupe. On est à 2 arrêts de métro de l'expo. L'arrêt s'appelle Osakako et c'est vraiment un super quartier. C'est tranquille, mais il y a quand même de quoi sortir pour manger le soir, pour s'amuser un peu. Donc c'est vraiment, on a le meilleur des deux mondes. Sur le pavillon, tout le monde a sa mission, mais l'entraide et l'esprit de groupe sont omniprésents.
On est pas mal soudés pour l'instant. C'est très vite, le travail s'est très vite mis ensemble. Ça marche très bien. En plus, tout le travail qu'on a fait, ça soude pas mal. On est ensemble dans toutes ces difficultés. Et il y a quelques domaines où je connais plus de choses sur le Japon. Et si je peux aider à partager les connaissances que j'ai au Japon afin que le séjour des autres soit meilleur, je suis très satisfait. Et sur son temps libre, la petite communauté profite pour découvrir le pays. Ce n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs si tous sont issus de la même tranche d'âge. Ils ont grandi avec une certaine forme de fascination pour la culture japonaise. J'avais envie de découvrir le Japon et sa culture culinaire, donc là, pince de crabe, king crab du Pacifique, magnifique. Moi je suis de 2000 par exemple, mais même depuis les années 80, c'est important parce qu'on a grandi avec. Moi Dragon Ball, c'est depuis que j'ai 7 ans que j'ai lu. On a grandi avec ça, vraiment, ça fait partie de notre enfance. Encore maintenant, on regarde des films, on écoute des musiques. Peut-être pas tout le temps, hein, ça dépend en fonction des personnes. Des personnes qui sont plus touchées par cette culture-là que d'autres. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une grande partie de notre culture en tant que jeune et à Monaco aussi. Ça dépasse mes attentes et dire que ça fait qu'une semaine, j'ai vraiment hâte de voir ce qui nous attend pour les 5 prochains mois. Le Japon, c'est un pays qui fait rêver quand même. Et le fait de pouvoir venir pour le travail, donc comme vous l'avez dit, pouvoir améliorer notre expérience et découvrir de nouvelles choses, et en plus dans un pays comme ça, c'est une chance qu'il fallait surtout pas rater. Et là, vraiment, je crois presque dans un rêve. Un rêve devenu réalité, donc les 6 prochains mois vont immanquablement marquer leur vie et peut-être même orienter leur futur. Tous, en tout cas, entendent bien en profiter pleinement. Merci Patricia, et on les comprend. Ça y est, le top départ du 34e rallye Aïcha des Gazelles a été donné cet après-midi à 14 h par le Prince Albert II. 172 équipages 100% féminins issus de 11 pays, dont Monaco. Clin d'œil aux sœurs de route se sont élancées dans cette course automobile et caritative dans le désert marocain. Pour les encourager, de nombreuses personnes étaient présentes au village installé pour l'occasion. Avant de recevoir la fondatrice du rallye, voyez ce reportage de Gaëtan Lebrun et Arnaud Imbert. C'est parti! Les pilotes ont pris le départ cet après-midi depuis le chapiteau de Fontvieille en direction de Sète. 36 heures de bateau attendent les participants afin de rejoindre le Maroc pour une aventure de 9 nuits dans les zones désertiques du sud marocain. À quelques jours du début des étapes, les pilotes sont partagés entre stress et enthousiasme. Stressé mais surtout très excité et on a tout un mélange d'émotions. Je sais plus trop ce que je ressens, mais c'est beaucoup de plaisir. Hyper stressée, mais j'ai qu'une hâte, c'est de partir. Enfin, on n'a qu'une hâte, c'est de partir. Là, on part dans 30 minutes. Donc oui, on est stressé, mais c'est du bon stress. On est excité, c'est galvanisé en fait de faire tout ça parce que c'est l'accomplissement d'1 an de travail, quoi. Juliette et Sarah représenteront le seul équipage monégasque engagé dans cette compétition 100% féminine unique au monde. L'objectif pour elles, se surpasser, vivre pleinement cette aventure humaine et on verra après pour le podium. On y va vraiment pour participer parce que c'est déjà la première fois qu'on le fait. On n'a jamais fait de rallye dans le désert et c'est que du kiff en fait à partir d'aujourd'hui. On n'a qu'une hâte, c'est vraiment de partir et de se dire que on va déjà revenir en vie et pas de casse pour la voiture. Ça c'est les objectifs. Profiter, vivre l'aventure. On part pas du tout pour gagner, on part pour rester toutes les 3 avec notre voiture qui s'appelle Bichette en forme et dans l'idéal classée. Et on fera bien sûr de notre mieux pour avoir le meilleur classement possible. Les 172 équipages devront rallier chaque jour un certain nombre de checkpoints en parcourant la plus courte distance possible, uniquement à l'aide d'une carte et d'une boussole. Et le binôme rouge et blanc, les Sœurs de route, portent le numéro 119 et sont engagés au profit de la Fondation France Sclérose en plaques dans ce rallye créé par Dominique Serra, qui est notre deuxième invité. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est l'ambiance sur place ? Écoutez, l'ambiance est très très bonne, conviviale, dynamique, énergisante. Et quelles sont les particularités de cette nouvelle édition dont l'objectif est toujours le même, je le rappelle, rallier plusieurs checkpoints en parcourant la distance la plus courte possible? Oui, tout à fait, la plus courte possible, mais sans GPS, sans téléphone et juste avec une carte et une boussole. Pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre en place ces conditions-là, justement ? Ce sont des conditions qui ont été mises en place il y a 34 ans.
parce que en fait, les femmes n'aiment pas réellement la vitesse, elles veulent vivre une aventure et une aventure automobile sans prendre de risques. Et enlever la vitesse comme critère de classement était une bonne chose. Et lorsque vous avez créé le rallye Aïcha des Gazelles en 1990, c'était dans quel but? Faire valoir l'audace féminine? L'audace féminine, valoriser les femmes dans le monde et dans le monde automobile, un peu casser les codes aussi à ce niveau-là. Ce rallye représente un défi sportif, mais aussi et avant tout une belle aventure humaine. Je pense notamment aux moments passés ensemble dans le bivouac installé au milieu du désert. Oui, l'aventure est extraordinaire en ce sens parce qu'elle c'est une aventure humaine, une compétition sportive et en même temps on va au-delà de soi-même dans des paysages extraordinaires, des terrains magnifiques, donc une vraie compétition dans tous les sens du terme. Et enfin, le volet environnemental prend de plus en plus de place au fil des éditions, avec entre autres l'apparition de la catégorie électrique. Oui, la catégorie électrique qui est parrainée par la Fondation Prince Albert, avec des avancées aussi technologiques comme le rétrofit maintenant, et puis de gros moyens en tout cas pour la recharge de ces voitures au bivouac, ce qui est là encore précurseur pour nous. Et puis nous sommes le seul rallye raid Red 14 à avoir une norme environnementale et un bilan environnemental et un comité RSE. Voilà, donc les équipages se sont élancés aujourd'hui. L'arrivée officielle est prévue dans 9 jours, le samedi 26 avril, sur la plage d'Essaouira au Maroc. Merci beaucoup Dominique Serra d'avoir répondu à nos questions. Merci Sarah. Saviez-vous que nous célébrions aujourd'hui la journée internationale du vol spatial habité? Et oui, il y a 64 ans, le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Youri Gagarin devenait le premier homme à aller dans l'espace. Cet exploit technique et humain ouvrait alors la porte à une aventure spatiale mondiale qui allait permettre et permet encore de nombreuses découvertes scientifiques. Jean-François Clairvoy, ambassadeur Venturi, a de son côté volé 3 fois à bord de navettes spatiales. Vanessa Dessy a recueilli son témoignage. Le 12 avril est connu comme le jour de la cosmonautique. On célèbre le vol du premier humain dans l'espace, Youri Alexeyevitch Gagarin, le 12 avril 1961, qui est le premier à avoir pu raconter son expérience sensorielle. Vous savez, la question qu'on pose le plus souvent aux astronautes, de toutes les questions, ça fait quoi d'être dans l'espace? Et lui, ses premiers mots, c'est « je me sens bien ». Il l'a dit plusieurs fois. Il aurait pu dire « j'ai mal à la tête, je vois plus rien, je me sens bien ». Et c'est magnifique. S'il avait dit « je me sens pas bien et c'est moche », ça aurait cassé toute l'aura. Mais c'est vrai que tous les astronautes se sentent bien dans l'espace. Déjà, on flotte, on sent plus son poids. Donc on travaille sans faire d'efforts, c'est assez amusant. On peut dormir au plafond, on peut utiliser toutes les parois pour installer ses affaires. Et la vue de la Terre est bouleversante. On appelle ça l'overview effect, le fait d'englober comme ça dans son champ de vue plusieurs milliers de kilomètres, les déserts, les forêts, les océans, les atolls turquoises de Polynésie, l'Himalaya. On tombe amoureux de notre planète. Et donc c'est une expérience sensorielle qui marque à vie. Mais à côté de ça, nous sommes des professionnels. On va dans l'espace pour travailler, pour réparer des satellites, pour réaliser des expériences scientifiques, pour préparer l'exploration future qui sera beaucoup plus loin, la Lune et Mars, pour des missions beaucoup plus longues. 2 ans et demi pour aller et retour vers Mars. Aujourd'hui, les missions, c'est entre quelques semaines à 6 mois. C'est certainement une rencontre dont ils se souviendront toute leur vie. De passage en principauté, Victor Crouin, numéro 1 français de squash et 14e au classement mondial, est venu frapper quelques balles avec les jeunes élèves du club monégasque, Jessica Granato et Thomas Deus. Le cours hebdomadaire de squash a duré plus longtemps que prévu jeudi dernier. Tous les élèves ont attendu l'arrivée du champion de France en titre, Victor Crouin, qui a rapidement compris l'impact de sa venue sur ces jeunes. De ce que je me souviens, quand moi je grandissais, que je voyais les meilleurs joueurs de squash français jouer et puis passer un peu de temps avec moi sur le terrain, c'est vraiment d'abord de la motivation, juste l'envie de revenir sur le terrain, de taper la balle en fait, d'explorer un peu tout ce qu'on peut faire sur un cours de squash et de vraiment avoir la banane quand ils reviennent sur le cours de squash. Tous ont pu jouer contre lui et faire signer leurs affaires de squash. Cet échange a su ravir tout le monde et a été très instructif,
que cela soit pour les enfants ou pour le champion. J'ai vu, il faisait beaucoup de feintes et il donnait des conseils en même temps de jouer. Au moins, ça nous permettait de plus jouer. On a appris beaucoup de choses. Ça nous fait gagner de l'expérience. Enfin, ouais. Et surtout, moi j'ai bien aimé. C'était pas comme d'habitude. Il y en a 2-3 qui tapent plutôt bien la balle que je ne connaissais pas, donc va falloir les suivre. L'entraînement s'est déroulé sous le regard bienveillant d'Yves Tastet, entraîneur et ancien joueur professionnel, qui sait déjà que Victor Croin vient de devenir un exemple pour ses élèves. C'est des enfants qui sont vraiment mordus, qui participent à beaucoup de compétitions toute l'année. Donc quand je leur ai dit il y a Victor Croin, numéro 1 français qui vient, ils étaient tous avec des étoiles dans les yeux. Je pense que dès la semaine prochaine, ils vont le suivre dans les tournois sur Internet. Ils vont vouloir voir ses résultats et surtout le limiter. Voilà, commencer à prendre les mimiques pour faire pareil en tournoi. Nul doute que ces jeunes joueurs vont désormais se servir de cette rencontre avec Victor Croin pour appliquer ses conseils, pour pourquoi pas suivre ses traces. Retour sur Terre avec cette soirée-concert proposée hier par la mairie de Monaco au marché de la Condamine. Baptisée French Touch, elle a mis en lumière le groupe Princesse de Nuit, fondé en principauté il y a 40 ans par le chanteur et guitariste Eric Battaglia. Pour les locaux, c'était, comme vous pouvez le voir sur ces images, l'occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale. Hier soir, la fête était aussi de mise du côté du casino de Monte-Carlo, où le DJ électro Martin Lou a investi l'Atrium. Avec cet événement, la Monte-Carlo Société des Bains de Mer a souhaité transformer l'essai après un test organisé en juillet dernier au club La Vigie. Les clients et partenaires de la SBM ont poursuivi la soirée au Jimmy's, l'institution des nuits monégasques. Nous ne pouvions pas refermer ce journal sans parler de tennis et des finalistes du Rolex Monte-Carlo Masters, désormais connus pour la plupart. La finale du simple opposera l'Espagnol Carlos Alcaraz à l'Italien Lorenzo Musetti. C'est inédit pour les deux joueurs qui n'avaient jamais encore atteint cette étape du tournoi. Les supporters italiens seront certainement au rendez-vous dans les gradins. Et pour la finale du double, la paire franco-monégasque Manuel Guinard et Romain Arneodo a décroché son ticket. Face à qui sera-t-elle opposée? Nous le saurons dans quelques instants à la suite du deuxième double. A noter que les organisateurs ont annoncé le début de la finale du simple à midi au lieu de 15 h, espérant ainsi passer entre les gouttes. Pour connaître toute l'actualité de ce samedi sur les cours, les experts du tennis, c'est à 20 h 30 avec un invité de marque, le prince Albert II. Avant cela, votre météo présentée par Théo Schumer qui ne nous annonce pas de très bonnes nouvelles malheureusement. Et puis les photos de Stéphane Dana pour clôturer ce journal, celle du rallye des gazelles dont le départ a été donné en grande pompe cet après-midi par le souverain. Belle soirée à tous et à demain 18 h 30. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Des nuages et du mauvais temps, je sais, je ne vous apporte pas de bonnes nouvelles pour la suite de votre week-end. Mais pas de panique, le beau temps, ça repart et ça revient comme toujours. Avant ça, pour demain, c'est sous la pluie que vous commencerez la journée avec un ciel bien couvert. La pluie qui devrait s'estomper un peu dans l'après-midi, mais rien n'est moins sûr. Et puis attention, un petit coup de vent est également à prévoir avec des rafales pouvant aller jusqu'à 45 km/h. Pour ce qui est des températures, pas beaucoup de changements. Comptez 13 degrés en matinée et jusqu'à 16 degrés au plus fort de la journée. Demain, vous penserez à souhaiter une bonne fête au Ida si vous en connaissez. Et puis petite anecdote pour finir, même s'il fera trop gris pour l'observer, cette nuit aura lieu une nouvelle pleine lune et celle-ci on l'appelle la pleine lune rose. Si vous ne le saviez pas, il s'agit d'une tradition amérindienne. Alors la lune n'est pas vraiment rose, mais elle fait référence à une fleur sauvage, la Phlox subulata, qui est rose et qui fleurit au mois d'avril. Cette pleine lune annonce ainsi le retour de ces fleurs et donc de la saison printanière. Belle soirée avec nous. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.